Bienvenue à la 15e édition de ZANED. Je suis Baptiste Fouquet, je serai l'animateur de cette conférence qui touche au thème social du développement durable et plus précisément au microcrédit que nous propose Babylone. Comme vous le savez, l'école est engagée dans une démarche RSE depuis plusieurs années et les ZANED font partie maintenant des rendez-vous incontournables en termes de développement durable et donc du volet social du développement durable cette année de TBS. Ainsi, sans plus tarder, je vous présente Arnaud Poissonnier, qui est le fondateur de Babylone, et donc qui va nous parler du microcrédit que Babylone propose. Arnaud, c'est à vous. Eh ben super, merci, merci Baptiste, merci à vous tous. Je suis ravi d'être parmi vous, puisque j'étais déjà venu, je crois, l'année dernière, vous voir. Donc c'est toujours un plaisir. Et puis en plus, on fait plein de choses avec vous tous, avec les étudiants globalement. Donc c'est vraiment chouette. Et puis bravo pour votre conférence en visio globale sur les 2 jours, parce que ça, c'est aussi un exercice qui doit être assez nouveau pour vous. Il est nouveau pour tout le monde. Et puis au final, on s'aperçoit que ça marche. Donc bravo pour ça. Alors, oui, alors quelques mots pour introduire. D'abord, quelques mots sur moi. Effectivement, je ne suis pas Monsieur Poissonnier, je préfère Arnaud Poissonnier. Donc, j'ai 54 ans. J'ai un parcours un petit peu atypique, puisque moi, j'ai été, au départ, je suis diplômé notaire et j'ai fait un master de gestion d'entreprise avant de basculer à la fin de mes études dans le monde de la banque. Je travaillé pendant 13 ans dans des banques de gestion de fortune. Avant de quitter le monde de la banque en fin 2005. Ça s'est passé par un concours de circonstances. J'étais responsable du développement durable en plus de mes fonctions de directeur commercial de la banque de gestion de fortune où j'étais. Et je suis tombé un peu par hasard dans un mécénat de compétences avec l'ONG française Acted. C'était un mécénat de compétences qui consistait à accompagner l'ONG sur le développement de ses activités de microcrédit. Et donc, j'ai découvert le microcrédit grâce à ce partenariat de compétences. Ça m'a absolument passionné. C'était 2005-2006 et j'ai décidé de quitter la banque pour aller travailler toute l'année 2006 chez Acted pour les aider à développer leurs activités de microcrédit. Et c'est en 2006 que j'ai découvert, tout à fait par hasard, dans un journal que vous connaissez bien qui s'appelle le Courrier International, que j'ai découvert le premier site de crowdfunding dédié au microcrédit. C'est le site américain Kiva. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit à Acted, mais ce truc est génial, on fait du microcrédit, pourquoi on ne lancerait pas une plateforme numérique de ce type-là en France et en Europe? Et puis, c'est à cette époque-là, on a commencé à en discuter. Et en 2008, on a appuyé sur le bouton. On a lancé un social business, donc je vous en reparlerai après, Babylone. Et puis, on a mis en ligne Babylone, donc il y a 12 ans. Donc, on est un vieux de la vieille dans le monde du crowdfunding, puisqu'on est aujourd'hui la plus vieille plateforme de crowdfunding en activité, puisqu'on s'était lancé juste après My Major Company, qui était la première initiative de crowdfunding en France. Et My Major Company a arrêté ses activités de crowdfunding. Donc, du coup, on est la plus vieille. Alors, ce n'est pas forcément un gage de réussite, mais on a un outil, en tout cas, qui fonctionne depuis 12 ans, qui surtout est déployé sur un très, très joli sujet, qui est ce fameux sujet du microcrédit, mais je vais y revenir. Et surtout, c'est la bascule, moi, que j'ai opérée, c'est-à-dire passer du monde des très riches au monde des très pauvres, donc des banques de gestion de fortune vers Babylone. Elle s'est opérée à un moment où moi, je me posais pas mal de questions sur l'avenir du monde. J'avais notamment lu un bouquin en 2004 qui m'a absolument passionné. C'est un mec qui s'appelle, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais c'est un mec qui s'appelle Jacques Blamont. Jacques Blamont, c'est le père de l'aérospatiale française. C'est lui qui a créé les premières fusées françaises, etc. Jacques Blamont nous a quittés, malheureusement, au mois d'avril, en pleine pandémie, dans une EHPAD. Alors, je ne sais pas s'il est mort de la Covid, mais en tout cas, il est décédé. Et surtout, Jacques Blamont était l'un des premiers collapsologues français. C'était l'un des premiers scientifiques à avoir porté une vision assez noire sur l'avenir du monde. Alors, ce que je vais vous dire n'est pas très réjouissant, et en 2004, il a écrit, donc juste avant que moi je ne bascule dans ma vie sur des sujets d'engagement, il a écrit un bouquin qui m'a absolument passionné, qui s'appelle « Introduction au siècle des menaces ». Alors, son bouquin, il y a 3/4 du bouquin qui est sur l'analyse de la recherche appliquée aux États-Unis. Ça, c'est un peu chiant. Mais il a un tiers ou un quart de son bouquin qui est une partie prospective de son bouquin. Grosso modo, en 2004, il nous explique qu'à l'horizon 2050-2100, l'humanité va dans le mur. Et que si on regarde tous les grands paramètres de dérèglement des
des grands équilibres mondiaux, que ce soit réchauffement climatique, épuisement des ressources, surpopulation, etc., on ne maîtrise rien du tout et qu'il n'y a même pas, probablement pas moyen de maîtriser les choses assez vite et qu'on va dans le mur. Et donc, j'ai été très, très marqué par ce livre. Voilà, à l'époque, j'avais des enfants jeunes et je me suis dit, merde, pourquoi j'ai fait des enfants? C'est la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé. Et j'ai été très, très marqué par ce bouquin. Et surtout, dans ce bouquin, il développe une théorie que j'ai fait mienne depuis cette époque-là, qui est de dire que, en fait, toutes les projections qu'on peut faire sur la croissance démographique de la population sur la planète sont complètement fausses, puisqu'en fait, depuis des dizaines d'années, on nous explique que la population mondiale va passer de 7 milliards, on est à 7 milliards 8, quelque chose comme ça aujourd'hui, va passer, on fait plus de 90 millions de nouveaux habitants, non, 800 millions de nouveaux habitants, non, 80 millions, 800 millions, non, 80 millions par an, enfin c'est quelque chose d'assez colossal. Tous les jours, vous avez une ville comme de 250 000 habitants qui apparaît sur la planète, c'est quelque chose d'assez colossal. Et surtout, il nous explique que les projections qu'on fait, qui consistent à dire qu'on va passer progressivement de 7 milliards 8 à 9 milliards, et encore ça, il disait en 2004, maintenant on parle plus de 10 ou 11 milliards, on n'est même pas très sûr des chiffres. Et en fait, il nous dit, mais tout ça, c'est complètement con et c'est complètement faux, parce que si vous regardez de manière très simple, si vous superposez la courbe de croissance démographique avec la courbe d'enrichissement des ménages dans le monde, c'est-à-dire notamment la courbe de baisse de la pauvreté, et Babylone, on travaille sur ce sujet-là en permanence, eh bien, en fait, ce n'est pas 9 ou 10 milliards d'habitants sur lesquels il faut compter à horizon de 50 ans, mais en fait, c'est en équivalent consommation, un équivalent de 15 milliards de personnes. Parce qu'en fait, dès lors qu'on a une croissance démographique de 1% par an, donc effectivement 80 millions de nouveaux habitants sur la planète par an, mais que la population mondiale s'enrichit en moyenne de 2% par an, c'est la croissance globale mondiale, et donc tout le monde s'enrichit de 2% par an, eh bien vous avez un effet de surconsommation cumulative qui fait qu'à 50 ans, ce n'est pas en équivalent consommation, c'est 15 milliards d'habitants, et c'est pas... Voilà. Et bien juste ce truc, de voir ça, de lire ça, moi ça m'a glacé. Ça fait froid dans le dos parce que tout simplement aujourd'hui, vous savez, on parle du jour du dépassement qui se passe au mois de juillet ou au mois d'août, c'est-à-dire la date à partir de laquelle les habitants de la planète ont consommé tout ce que la planète est capable de produire. Eh bien, si on retient l'hypothèse de Blamont, en fait, le jour du dépassement, il arrive en février ou mars, c'est-à-dire qu'il faut 5 ou 6 planètes pour pouvoir assurer. Autant dire que c'est une catastrophe absolue et qu'en fait, on ne fait absolument rien pour inverser cette tendance, quoi qu'on en dise. Même l'accord de Paris, il est ridicule par rapport à ce qu'il faudrait faire, enfin, etc., etc. Je vous en passe, c'est des meilleurs. Et ce truc m'a marqué en 2004, et surtout quand je me suis retrouvé dans les bidonvilles dans les années suivantes, donc à partir de 2006, pour déployer les activités de Babylone, je me suis aperçu qu'il avait complètement raison, puisque dans son livre, il parlait justement de cette aspiration des gens, y compris notamment dans les pays en développement, l'aspiration des gens à accéder à notre modèle de consommation. Lui, il appelle ça le modèle Hollywood, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, dans les pays en développement, dès que vous enrichissez quelqu'un, il n'aspire qu'à une chose, c'est pouvoir consommer comme nous dans les pays développés. D'où cette histoire d'aller vers 15 milliards équivalent consommation. Et quand moi je me suis retrouvé dans les bidonvilles, donc 2-3 ans après le livre de Jacques Blamont, je me suis aperçu qu'il avait complètement raison. Et que quand vous allez rencontrer des gens qui sont des gens géniaux et qui se battent au quotidien dans la ruralité, dans les bidonvilles, etc., notamment grâce au microcrédit, pour s'enrichir quelque part, mais tout est relatif, c'est juste pour se sortir de la merde, avec juste un petit peu plus de revenus, mais il n'aspire qu'à 3 choses. La première, c'est de mettre les enfants à l'école. Quand vous parlez à ces mamans qui ont bénéficié de microcrédit et qui peuvent générer un peu de revenus, elles vous disent tous que la première chose qu'elles veulent faire, c'est mettre les enfants à l'école, donc formidable. La deuxième chose, c'est accéder aux soins, parce que quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous soigner dans ces zones très pauvres. Et puis la troisième, c'est crier moins fort, mais la troisième, vous comprenez vite que la troisième chose, c'est d'accéder à la société de consommation, c'est-à-dire le smartphone, la télévision, Internet, etc. etc. Et voilà. Et en fait, j'ai découvert dans les bidonvilles que Jacques Blamont avait totalement raison et que tout
là où va se passer la croissance démographique dans les années qui viennent, le delta entre 7,8 milliards et 9 ou 10 milliards, 90% de la croissance de ce delta démographique va se passer dans les pays en développement, où ils n'aspirent qu'à une chose, c'est à accéder à notre modèle de consommation. Et ils vous disent, grosso modo, vous en avez bien profité, maintenant c'est notre tour. Et donc, je peux vous dire que dans ces zones-là, les considérations relatives à l'écologie, au réchauffement climatique, ils n'en ont rien à foutre, mais ce n'est pas méchant dans mon esprit, c'est qu'ils ont autre chose à penser et qu'en plus, ils aspirent à plus de confort dans leur consommation, dans leur mode de vie, etc. Donc tout ça pour vous dire qu'on a une montagne devant nous. Ce que vous faites aux ANED est formidable, mais que tous ensemble, c'est toute l'économie, tous les acteurs du monde, on doit se bouger le cul à une vitesse qu'on n'imagine pas, parce que sinon on va aller dans le mur. Alors le microcrédit là-dedans, qu'est-ce qu'il vient faire? Et puis je suis en train de vous balancer des injonctions paradoxales, parce que je vous explique qu'en permettant aux gens de s'enrichir, on réchauffe d'autant plus la planète et on accélère d'autant plus pour se prendre le mur au final. Néanmoins, et c'est ce qu'on fait dans le microcrédit. Dans le microcrédit, évidemment, on aide les gens à sortir de la pauvreté, donc on contribue quelque part à l'enrichissement des gens et donc à la surconsommation. Donc on est dans cette forme d'injonction paradoxale. Néanmoins, ce n'est pas parce que je vous ai dit ça, et puis j'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, j'en sais rien, mais ce n'est pas parce que je vous ai dit ça que pour autant, les gens sur Terre n'ont pas droit d'accéder à une qualité de vie meilleure que celle qu'ils ont, surtout quand on voit les conditions de vie dans les bidonvilles. Donc il n'y a pas de contradiction. Mais à aider les gens pauvres. Mais néanmoins, plus on va aider les gens pauvres, plus en parallèle, il va falloir trouver très, très, très vite des solutions pour décarboner, pour limiter le réchauffement, etc., etc. Parce que là, on va vraiment aller vers des énormes catastrophes. Alors, le microcrédit s'inscrit là-dedans. Alors, ça fait une bonne quarantaine d'années qu'on parle du microcrédit. Le professeur Younous l'a érigé comme l'un des plus beaux outils de développement au monde. Il en fait une très très belle communication. Aujourd'hui, le microcrédit, alors suivant les chiffres, c'est entre 150 millions et 200 millions de personnes bénéficiaires de microcrédit. Ça veut dire que ça touche entre 800 millions et 1 milliard de personnes. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait colossal, puisque quand vous attribuez un microcrédit à quelqu'un, eh bien, en fait, vous touchez en moyenne 5 personnes, puisque le microcrédit, c'est tout simplement un outil financier qui va permettre à une famille de déployer une petite activité d'autosubsistance. Et quand, évidemment, cette petite activité permet de générer des revenus, c'est toute la famille qui en profite. Donc indirectement, c'est autour de 800-900 millions de personnes qui vivent quand même du microcrédit. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et ce microcrédit s'intègre dans des univers de grande pauvreté. Vous savez, on parle dans les grands indicateurs mondiaux, on parle des indicateurs de très grande pauvreté, les gens qui ont moins de 1 dollar par jour pour vivre, ou les gens qui sont dans la grande pauvreté, qui ont moins de 2 dollars par jour pour vivre, ce qui est très, très, très faible. Imaginez-vous avec 30 dollars sur le mois pour vivre. Évidemment, on n'irait pas très loin. Et donc, le microcrédit s'inscrit ou est un outil qui s'adresse à des populations qui sont en général pas les populations en très grande pauvreté, parce que les populations en très grande pauvreté, elles doivent tout faire pour ne pas mourir de faim ou subvenir à leurs moyens très, très primaires. En revanche, dès qu'on est sur des populations qui sont dans les zones de grande pauvreté, de moyenne pauvreté, elles habitent dans des zones où il y a très peu d'accès à l'emploi. Tout simplement, quand vous allez dans les bidonvilles ou dans les zones rurales, évidemment, il n'y a pas d'entreprise pour vous embaucher. Donc, le seul moyen de générer des revenus, c'est de lancer une petite activité d'autosubsistance, donc un petit business qui va vous permettre de générer un peu de revenus. Or, quand vous lancez un petit business, vous avez besoin de financement, tout simplement, pour financer le cycle d'exploitation, pour financer vos investissements, etc. Et donc, dans ces zones très pauvres, vous n'avez pas accès à la banque. Dans les pays en développement, 80% de la population, 80% de la population n'a pas accès au système bancaire. Oui, merci Baptiste d'afficher quelques chiffres. 80% de la population n'a pas accès au système bancaire et pire, 90% de la population n'a pas accès au crédit. Et donc, on est dans ces zones où en fait, vous avez des gens qui, pour s'en sortir, n'ont qu'une solution, c'est de lancer un petit business d'autosubsistance, mais n'ont rien pour le financer.
Quand vous êtes dans un bidonville, que vous êtes une couturière, si vous voulez acheter une machine à coudre, vous n'avez pas beaucoup moyen de la financer si vous n'avez pas d'argent pour ça. Il y a évidemment ce qu'on appelle le love money dans le capitalisme moderne, mais l'argent que vous êtes capable de lever autour de vous. Sauf que vos copains, vos parents, ils sont dans la même situation que vous, ils habitent le bidonville ou des zones très pauvres, donc ils n'ont pas forcément d'argent à vous apporter. Vous n'avez pas accès à la banque, et donc il reste un seul outil pour financer votre activité. Avant le microcrédit, c'est l'usurier. Donc, ça, c'est pas amusant du tout, mais c'est étonnant quand on va dans les bidonvilles de voir tous ces usuriers qui font du porte-à-porte et vous proposent des crédits à des taux démentiels, puisque je vous laisse réfléchir juste dans votre tête, parce que je ne peux pas vous faire parler, mais d'habitude je le fais sous forme de questionnaire, mais je vous laisse réfléchir juste 2 secondes dans votre tête à ce que peut être le taux moyen facturé par les usuriers dans les zones très pauvres. Voilà, donc je vous laisse tous vous faire un petit taux dans votre tête. Le crédit à la consommation en France, ça doit être entre 3 et 5% de taux d'intérêt. Le taux moyen appliqué par les usuriers dans les pays en développement, en moyenne, c'est 200%. Et donc, et vous avez des usuriers qui vont faire du porte-à-porte pour vendre des petits crédits pour que les gens puissent acheter des choses, lancer une petite activité, etc. Et c'est dans ce contexte-là que le microcrédit apparaît. Alors, on attribue l'apparition du microcrédit au professeur Younous. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il existait déjà avant, sous des formes coopératives, etc. Mais c'est vrai qu'il a vraiment promu l'idée selon laquelle, en accordant un petit crédit avec un taux d'intérêt bien moins élevé que ceux des usuriers, autour de 25-30%, ce qui peut paraître énorme, mais en fait, c'est relativement très faible, versus les usuriers justement à 200%, vous allez permettre à des gens de financer une petite activité d'autosubsistance, de rembourser leur crédit avec un coût qui n'est pas trop excessif, même si 30% en valeur absolue, ça peut paraître énorme, mais surtout, grâce à ça, générer de la marge sur leur petit business et donc générer des revenus et assurer leur subsistance et la vie de la famille. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Younous déploie le microcrédit ou sa vision du microcrédit au Bangladesh. Et en fait, il s'appelle ça, c'est très vite un énorme succès, puisque toutes ces femmes qu'il va voir sont des femmes qui sont en fait entre les mains des espèces de quasi-usuriers où elles peuvent développer un petit business, ce qui fait une première expérimentation avec quelques groupes de femmes, où ces femmes, quand elles lancent un petit business, en fait, toute leur production, elles doivent le donner à l'usurier qui revend sur les marchés, qui leur redonne vaguement de quoi acheter du riz et de quoi poursuivre leur production. Et donc, il est très choqué par ça. Il propose à des femmes de les rendre indépendantes de ces usuriers, de leur attribuer un petit crédit, il fait ça avec son argent de poche. Et puis, en fait, il s'aperçoit que ça marche incroyablement bien, qu'il a 100% de remboursement et que ces femmes sont folles de joie de retrouver une autonomie et de pouvoir générer de la marge grâce au petit business qu'elles ont déployé. Donc voilà, on est dans ce contexte-là. Là encore, aujourd'hui, 40 ans après, c'est 10 000 institutions de microfinance. Institutions de microfinance, ce sont tous les acteurs sur le terrain qui délivrent ces petits microcrédits, puis qui font aussi un élément important, qui font autour de ce microcrédit ce qu'on appelle l'accompagnement social, donc la formation des gens à bien tenir une petite comptabilité, à respecter des mesures d'hygiène de base, parce que si vous tombez malade, votre petit business tombe et évidemment les revenus qui vont avec tombent aussi. Donc il y a tout l'accompagnement qui va avec. Et donc aujourd'hui, 10 000 institutions de microfinance qui déploient encore du microcrédit à 50 millions, à 200 millions de personnes dans le monde, c'est vraiment colossal. Et donc Babylone s'inscrit là-dedans. Alors Babylone, je vous ai parlé de Kiva tout à l'heure. En fait, comment fonctionne le microcrédit globalement? Ce sont ces fameuses institutions de microfinance qui vont accompagner les gens et qui vont leur accorder des microcrédits. Mais pour pouvoir faire ça, il faut qu'une institution de microcrédit trouve de la ressource financière. Un petit peu comme les banques, j'allais dire. C'est-à-dire une banque a besoin de trouver de l'argent qu'elle va chercher auprès des dépôts, de ses déposants, ou va emprunter sur les marchés pour pouvoir reprêter de l'argent à vous le jour où vous faites un prêt immobilier ou un prêt étudiant. L'institution de microfinance, c'est la même chose. Elle a besoin de trouver de la ressource financière pour délivrer ces fameux microcrédits. Et globalement, historiquement, ces institutions de microfinance allaient chercher de la ressource auprès de grands bailleurs de fonds, que sont des fonds d'investissement internationaux spécialisés en microfinance, que ce soit des banques locales, que ce soit des grandes institutions internationales qui attribuent des lignes de crédit ou de subventions aux institutions de microfinance. Donc, c'est le mode de financement de la microfinance. C'est toujours développé comme ça grâce à des grands bailleurs de fonds
internationaux et locaux. Et un jour, Kiva, dont je vous parlais tout à l'heure, donc le site américain, qui a en 2005, qui a eu l'idée de décliner le microcrédit, le crowdfunding de prêt sur du microcrédit, eh bien, Kiva s'est emparé de ce sujet-là et a été la première plateforme à proposer, ou le premier outil à proposer au grand public de financer des activités de microcrédit, donc sous une forme que vous connaissez, hein, qui est la forme du crowdfunding, donc une plateforme numérique qui permet aux internautes de découvrir des petits projets à financer, en l'occurrence pour Kiva et Babylone, des petits projets de bénéficiaires de microcrédit. Et puis avec sa carte bleue, à partir de 10 euros par exemple pour Babylone, hein, d'aller prêter tout ou partie de la somme nécessaire au financement du petit projet. Et une fois que le projet est financé, ben, l'argent part sur le terrain. Elle est attribuée aux bénéficiaires sous forme d'un microcrédit. Et puis, une fois que le bénéficiaire du microcrédit a remboursé son argent, l'argent remonte dans l'institution de microfinance qui rembourse le prêteur sur la plateforme. On est vraiment dans l'esprit du microcrédit. Et donc, nous, notre job chez Babylone, c'est d'aller chercher ces petits entrepreneurs. On ne va pas les chercher en direct. On travaille à référencer en permanence des institutions de microfinance. Donc, on a une équipe chez Babylone dont c'est le job. Hein. Donc là, vous avez 18 pays d'intervention. Historiquement, depuis la naissance de Babylone, on a noué des partenariats avec 27 institutions de microfinance, donc dans 27 pays. Et donc, on a une équipe dont le job, c'est d'aller auditer, d'aller regarder ce que font ces institutions de microfinance, savoir si elles sont sociales, si elles sont sérieuses, si elles ne piquent pas dans la caisse, enfin, etc. Et une fois qu'on a accepté, agréé une institution de microfinance, on va lui accorder une ligne de refinancement, donc par exemple 200 000 euros sur l'année. Et dans le cadre de cette ligne de financement théorique, eh bien, l'institution de microfinance va remonter sur le site tout un tas de ses clients à faire financer ou refinancer par la communauté des prêteurs sur Babylone, donc des Babyloniens. Donc c'est vraiment avec ces institutions de microfinance qu'on aime à travailler. On en a là encore signé 27 depuis 12 ans. Et puis surtout, le fait de travailler avec les institutions de microfinance est un très bon moyen pour nous de sécuriser le risque. Parce qu'en fait, si on se projette dans l'idée qu'on va faire un petit prêt sur Babylone pour prêter à un bénéficiaire de microcrédit à l'autre bout du monde, il y a quand même un sacré risque de non-remboursement. Et pour cause, il est à l'autre bout du monde, son petit business peut connaître des soucis, des troubles, etc. Et donc, pour nous, c'est très important de travailler entre nous et l'entrepreneur avec l'institution de microfinance. D'ailleurs, on est allé plus loin parce que sur Babylone, quand un prêteur prête de l'argent à un projet, le flux d'argent se fait par l'institution de microfinance. En fait, le Babylonien prête à l'institution de microfinance qui reprête au projet final. Et ce faisant, même si le projet final est défaillant, ne rembourse pas, eh bien, le prêteur est quand même remboursé parce que c'est l'institution de microfinance qui va rembourser. Alors, ce n'est pas une garantie, hein, parce que l'institution de microfinance peut faire faillite, ça arrive, ça nous est arrivé, mais c'est un peu moins risqué, on va dire, que de prêter directement au bénéficiaire final. Tout ça mis bout à bout, cette mécanique fait que, pour l'instant, je touche du bois, on ne s'est pas trop mal débrouillé, puisque chez Babylone, depuis notre naissance, il y a 12 ans, on a 95% de remboursement cumulé. On a eu des casses sur les 27 institutions de microfinance, on en a 3 qui nous ont plantés. Donc, ça arrive d'avoir des casses. C'est un univers fragile, il faut le savoir. Mais néanmoins, globalement, on est assez fiers de nous parce qu'être capable de remonter 95% en 12 ans des sommes qui ont été investies dans le système par nos prêteurs, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. On a aujourd'hui une communauté de 90 000 membres, les fameux Babyloniens, qui ont prêté 30 millions d'euros à près de 50 000 projets dans le monde, donc tous ces partenariats dont je vous parlais. Donc on est assez fiers de ce qu'on a fait. On n'est pas parfait, on est une entreprise comme Babylone, je vous en parlerai après, mais on est une entreprise fragile parce que les modèles économiques autour du crowdfunding de microcrédit n'ont pas été complètement identifiés. Donc on a du mal à rentabiliser cette activité. C'est aussi la raison pour laquelle on vient de lancer un deuxième support que vous verrez peut-être un peu moins passer, mais on est très fiers de l'avoir lancé il y a 15 jours, qui s'appelle Babylone Impact, et qui fait que maintenant, on a 2 outils chez Babylone. On a le site Babylone, donc Babylone, c'est du prêt solidaire. Je prête à partir de 10 euros à un projet à l'autre bout du monde et je suis remboursé sans intérêt. C'est une forme de philanthropie par le prêt.
Et puis, on vient lancer donc Babylon Impact, qui, lui, est un produit d'épargne. On appelle ça l'impact investing, qui permet à des prêteurs de prêter moyennant rémunération. Et donc là, on va servir une rémunération comprise entre 2 et 5 ou 6% avant impôt personnel. Et donc là, on est sur un outil d'épargne, mais sur les mêmes sujets, c'est-à-dire pour financer. Alors, sur Babylon, c'est du microcrédit, des tout petits projets. Sur Babylon Impact, c'est plutôt ce qu'on appelle de la mésofinance, des projets plutôt compris entre 10 000 et 200 000 euros, du genre une coopérative, un social business dans les pays du Sud, enfin, etc. Mais voilà, sur cette même mécanique, avec cette fois-ci de l'épargne, notre ambition étant de collecter beaucoup plus, puisque quand vous êtes sur Babylone philanthropique, prêt solidaire, les gens mettent en moyenne 90 euros, alors que quand vous êtes sur de l'épargne qui rapporte, les gens sur des outils d'épargne de prêt en crowdfunding, les gens mettent plutôt 1200, 1300 euros. Et donc, avec les deux outils, on espère accélérer très, très sensiblement notre capacité de collecte et bien sûr, au bout de la chaîne d'impact social. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors, deux autres choses, et je vous laisserai la parole après, bien entendu. La première chose, c'est la structuration de Babylone. Je vous l'ai dit, Babylone, on l'a structuré comme un social business, une entreprise sociale. Moi, quand je sortais de l'univers de la banque, je rêvais d'ailleurs, j'avais déjà failli le faire avant, je rêvais de lancer une start-up. Je ne rêvais pas du tout de lancer une ONG ou une association. Le monde associatif, c'est remarquable, hein, c'est très bien ce qu'ils font. Mais moi, ce n'était pas mon mood à moi. Moi, je me sentais plus entrepreneur dans l'âme. Donc, je voulais lancer un social business, enfin, je voulais lancer une start-up. Et quand l'idée de créer Babylone est venue, on s'est dit, mais qui va être une ONG? On s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait le faire autrement qu'en format ONG? Et on s'est dit, bah oui, on pourrait peut-être en faire une start-up. Alors, on s'est un peu trompé parce que le modèle économique, on a vraiment beaucoup de mal à le tenir. Mais néanmoins, on l'a lancé avec l'idée selon laquelle peut-être qu'autour de ce produit d'impact social, on pouvait générer des revenus, exactement comme le fait une entreprise commerciale, et puis peut-être un jour se pérenniser, c'est-à-dire faire en sorte que cette entreprise soit rentable, voire bénéficiaire, et qu'elle ne soit pas tributaire de donations, de dons, tels que le font pour vivre les ONG et les associations. On n'a pas complètement gagné ce pari-là, parce que là encore, on n'est toujours pas rentable après 12 ans, ce qui est quand même pas terrible. Mais néanmoins, on est resté accroché à notre idée, à cette volonté farouche d'essayer de montrer qu'avec une entreprise, on pouvait aussi faire du social. Hein, et depuis cette époque-là, le phénomène du social business a beaucoup monté dans le monde, on en parle beaucoup. Hein, donc l'idée selon laquelle une entreprise commerciale peut très bien s'emparer de sujets d'impact, de sujets de traitement d'impact social, tout en ayant un business qui rapporte du fric et qui puisse être rentable. Hein. C'est le deuxième grand dada du professeur Younous après sa promotion du microcrédit, ça a été de se lancer dans la promotion du social business. Et là aussi, il le fait remarquablement bien. Donc, on était l'un des premiers social business français. Il n'y en a pas encore des milliers en France, il y en a plusieurs centaines, mais ça se développe bien. Et ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant, notamment pour vous qui êtes étudiant, parce que moi, je sais que quand j'étais étudiant, j'avais absolument pas envie de consacrer ma vie à l'économie sociale et solidaire. Assez vite, je me suis dit que j'avais envie de créer une boîte. Et quitte à créer une boîte, si elle peut être utile au monde, fine et parfait. Et j'en reviens à ce que je vous disais au début sur ma vision un peu noircissime du monde, ou un peu collapsologue du monde. C'est pas parce qu'on a une vision noire du monde que pour autant il faut rien faire. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vous disent en collapsologie, mais attention, les bouquins de collapsologie, c'est très dangereux parce que ça fait tellement peur aux gens que ça terrorise le monde et du coup tous les gens sont pétrifiés, font plus rien. Non, je veux dire, c'est quand un enfant touche pour la première fois de sa vie une flamme de bougie qu'il fait attention par la suite, et que donc c'est justement en regardant les choses en face, et elles ne sont pas très réjouissantes, que peut-être les populations de notre planète vont finir par bouger. Il faut bouger. Et moi, j'en suis, il faut rester modeste, mais j'en suis à ma petite échelle, un peu l'illustration. C'est que j'ai une vision très noire du monde et je passe mon temps à m'engager pour faire des choses au service du monde, de l'impact social, etc. Je pense que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, ça fait sens. Et que demain, pour beaucoup plus que beaucoup de jeunes, mais pour la majorité des populations de nos pays comme des pays du Sud, il faut absolument que tous on s'engage dans des démarches positives, impactantes, pour essayer d'éviter la catastrophe. Donc voilà dans quoi aussi s'inscrit le social business.
qui est de dire au-delà du cercle fermé de l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas péjoratif dans mon esprit, hein, l'économie sociale et solidaire, c'est un gâteau à circonférence délimitée qui se finance par les dons, les subventions, etc. Eh bien, il y a un univers qui est sans limite, qui est l'univers du social business, puisque si on arrive à créer plein de boîtes qui font de l'impact social, une boîte par nature, elle n'a pas de limite dans sa capacité à déployer, développer son marché. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans le social business, même si ce n'est pas facile tous les jours, parce que concilier modèle économique avec impact social, ça, c'est encore une sacrée histoire. Et enfin, je voudrais vous faire un petit clin d'œil ou un remerciement globalement à tous les étudiants d'ailleurs, hein, puisque, vous le savez, depuis... vous participez et depuis 8 ans, on mène cette belle opération qui est The Rise. Alors, The Rise, elle ne vient pas de nous au départ. Hein. Elle a été créée par un petit groupe de 6 campus, ou 6 ou 8 campus, il y a 8 ou 9 ans, qui se sont dit, mais Babylone, c'est génial, on va faire un jour de collecte sur nos campus respectifs et on va se mettre un petit peu en compétition avec un petit Google Doc qui va comptabiliser à la fin de la journée qui a collecté quoi. Et quand on a vu ce truc-là, à l'époque, ce petit groupe de campus avait collecté, je ne sais plus, 6 ou 8 000 euros en une journée. Quand on a vu ça, on a trouvé ça génial. Et donc, l'année suivante, on leur a dit, mais attends, mais on va vous aider. Donc, on a mis de l'argent sur ce truc-là. On les a aidés à se développer. On a construit pour eux un site internet de la compétition que les étudiants ont appelé The Rise, The Revolution Initiated by Students for Entrepreneurship. C'est les étudiants qui ont trouvé ce nom-là. Donc, c'était, voilà, il y a les dates, je n'avais plus les dates en tête, mais 2012, merci Baptiste. Et donc, on a lancé ce truc-là qui n'a pas arrêté de se développer, puisque vous le savez, l'année dernière, par exemple, et l'année d'avant, on était avec une quarantaine de campus participants à près de 400 000 euros ou à plus de 400 000 euros de collecte de prêts solidaires sur 2 jours. C'est quelque chose pour nous d'incroyable en termes d'impact. C'est quelque chose d'exceptionnel en termes de mobilisation des étudiants, puisque c'est tous les ans plus de 300 000 étudiants touchés par cette opération. Depuis 2 ans, ça plafonne un petit peu, parce qu'on est resté sur les mêmes, alors qu'on avait des forts taux de croissance. Ça plafonne un petit peu, mais quand même, l'ambition de ce truc-là, c'est dans les années qui viennent, j'espère, d'aller vers une centaine de campus participants pour collecter, pourquoi pas, 1 million d'euros à chaque édition et d'en faire, c'est déjà le cas d'ailleurs, mais d'en faire l'un des plus grands challenges de solidarité intercampus en France et pourquoi pas plus loin en Europe. Voilà, c'est un peu ça notre ambition. Je voulais vous remercier pour ça, je voulais vous remercier pour ce que vous avez déjà fait dans vos participations à The Rise et ce que vous allez faire, je crois, cette année encore. Alors, le contexte est un peu particulier, mais vous êtes en train de prouver que faire des choses en numérique, ça marche très bien avec les annettes de cette année en version numérique. Cette année, on va vous offrir un The Rise en version numérique, donc il faudra faire du buzz numérique et puis tous se collecter derrière son ordinateur. C'est un peu, bon, c'est peut-être un peu moins chaleureux, mais on va le faire comme ça. Voilà. Et donc, merci pour ça en tout cas. Voilà, je pourrais vous parler pendant des heures parce que ce sont des sujets absolument passionnants. Mais je vais plutôt répondre à vos questions parce que sinon, on n'a plus de place pour ça. Voilà, merci pour votre écoute et je suis ravi là encore d'être avec vous aujourd'hui. Du coup, c'est nous qui vous remercions et on est très content que Babylone soit intervenu. Donc, on a une première question dans le chat qui nous demande est-ce que vous intervenez en France ou pas? Alors voilà, ça c'est une bonne question. Alors oui et non, c'est-à-dire que quand on a lancé Babylone en 2008, tout de suite on s'est dit mais il y a du microcrédit en France, il faut évidemment qu'on mette des projets français sur Babylone en plus du Sud. On est allé voir à l'époque l'ADI, qui est le gros acteur du microcrédit en France, qui nous a dit tiens, très bonne idée. Sauf qu'on avait mis 6 mois à obtenir l'accord de la Banque de France pour pouvoir déployer Babylone dans une dimension nord-sud et qu'en 6 heures, la Banque de France nous a dit non dans une dimension nord-nord. Donc ça, c'était en 2008. En fait, une institution de microfinance française ne pouvait pas se financer auprès du grand public. On est parti avec Maria Novak de l'ADI. On est parti en campagne de lobby. Je ne savais pas que ça m'arriverait un jour, mais j'ai réussi à faire changer une loi. Et donc, on a obtenu un changement de la loi en 2010 pour que les institutions de microfinance françaises puissent se financer auprès du grand public. Et donc, à partir de 2010, on a commencé à mettre des projets français, en l'occurrence l'ADI, donc la grosse institution de microfinance française, puis Créasol,
qui est un autre acteur du microcrédit en France, pour financer des projets français. Cela étant, en cumul sur 12 ans, le montant engagé sur des... Alors, je n'ai pas le montant, les chiffres exacts, mais les montants engagés sur Babylone pour financer des projets français, ça doit représenter à peu près 5%. On a un mal fou à faire remonter des projets français. On a de très bonnes relations avec l'ADI, Créasol, etc. Cela étant, ce sont des acteurs qui sont des gros acteurs sociaux en France, qui croulent sous l'argent. Donc, je vous parlais de ressources financières qui croulent sous l'argent qui leur est accordé par les banques, par l'État, enfin, etc. Et du coup, ils n'ont pas besoin de nous pour se financer, à la différence de beaucoup d'institutions de microfinance dans les pays du Sud. Et du coup, ils nous utilisent pour communiquer auprès du grand public sur le microcrédit, mais comme ils n'ont pas besoin de nous, on n'est pas leur priorité. Et du coup, on a un mal fou depuis des années. Il n'y a pas de projet qui remonte. On a fait 2 très jolis portails régionaux avec le Crédit Agricole, l'un sur Franche-Comté, l'autre sur Normandie-Seine. Donc là, des petits portails dédiés pour les gens locaux, financer des projets près de chez vous. Et pareil, on a du mal à les faire vivre parce qu'il n'y a pas assez de projets qui remontent. Donc c'est une grande frustration pour nous. Malheureusement, on voulait avoir 50-50 entre projets français et on n'y arrive pas. Donc, il y en a un petit peu, mais ça reste marginal. Et sur Babylon Impact, c'est encore pire. Il n'y en aura probablement pas parce que là, on veut rapporter de l'épargne aux gens à 3 à 5%. C'est notre enjeu, dire on délivre un nouvel outil d'impact investing qui doit permettre de la rémunération en plus de l'impact social. Or, délivrer des taux comme ça sur des projets français, c'est impossible. Donc, je pense qu'on n'ira pas trop sur la France, sur Babylon Impact. Donc, c'est une frustration, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas bien, en tout cas. Après, on a Tristan qui nous demande si on investit dans la partie rémunérante, de combien est le taux de remboursement en cas de défaut? C'est toujours pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire que Babylone, c'est le taux de défaut dont je vous parlais, 95%, c'est un taux on l'a pas inventé. C'est-à-dire que c'est de manière empirique, c'est après 12 ans qu'on constate que 12 ans en arrière, enfin sur les 12 ans en arrière, on a en cumul 95% de remboursement et donc seulement 5% de taux de défaut. Sauf que, je me souviens, il y a 2 ans, en The Rise, il y avait des étudiants de l'EDEC qui avaient mis tout leur argent sur une institution de microfinance, manque de bol, ou il y a 3 ans. Manque de bol, c'est cette institution de microfinance qui a planté. Donc, eux, ils n'ont pas fait 5% de défaut, ils ont fait 100% de défaut. Donc, c'est la façon dont on place l'argent. Hein. Donc, nous, on dit souvent aux étudiants, diversifiez. Si vous mettez des grosses sommes, si c'est pour 50 balles, encore ça va, mais si vous mettez des grosses sommes, il y a des gros prêteurs sur Babylone. On a un mec qui a prêté 150 000 euros comme ça. On leur dit, mais prenez plein de pays, plein d'institutions de microfinance différentes, de manière à ce que s'il y en a une qui plante, vous ayez une diversification suffisante pour ne pas être trop exposé. Après, sur Babylon Impact, on ne sait pas encore, puisqu'en fait, on vient de lancer le site. Donc aujourd'hui, on a 3 projets en ligne, donc en Équateur, en Birmanie, des pays comme ça. Ça fait 15 jours que ces projets sont en ligne. Donc, au Pérou, il y a une coopérative de cacao. Enfin, il y a des choses comme ça. On essaye de trouver des projets qui sont suffisamment sérieux, solides et sociaux, en espérant qu'il n'y ait pas de casse, mais on est à l'abri de rien. Alors, sur Babylon Impact, ce sont des projets qui sont entre 12 et 18 mois, donc c'est assez court. Donc, si on a, nous, audité, choisi des projets qui paraissent de qualité, le risque de défaillance sur 12, 18, 24 mois est assez faible. Néanmoins, on ne peut absolument pas l'exclure. Donc, il faut diversifier. C'est-à-dire quelqu'un qui met, j'en sais rien, 1000 balles sur Babylon Impact avec son épargne. Nous, ce qu'on recommande, c'est de mettre au moins 4 ou 5 projets différents, à coût de 200 balles ou 300 balles, pour répartir le risque. Et dans ce cadre-là, même si on n'a aucun recul, parce que ça fait 15 jours, la probabilité d'avoir des grosses pertes est assez faible. Ok. Après, on a Cassandra qui nous demande que se passe-t-il pour les bénéficiaires de microcrédits dont le business ne fonctionne pas et donc qui ne peuvent pas rembourser la somme empruntée? Alors, ça dépend. Il y en a qu'on jette dans le fleuve, il y en a d'autres qu'on décapite, il y en a, non, on les met dans des géoles et on les laisse pourrir. Alors, c'est une question très intéressante. Il y a 2 cas de figure. Il y a le cas de figure du mec ou de la nana qui ne peut pas rembourser et qui se retrouve un peu dans la merde. Donc, on a quand même un certain nombre de gens qui essayent de sortir de la pauvreté en ayant accès à un microcrédit. Et le jour où ils se plantent, ils ont du mal à retrouver un microcrédit pour relancer une deuxième activité. Et donc, ils font
ils font un saut de puce positif et ils reviennent en arrière. Donc ça, c'est assez mauvais. Donc il y a eu des études qui ont un petit peu été faites là-dessus, de se dire attention, il y a des cas où le bénéficiaire de microcrédit qui s'est planté se retrouve à nouveau dans la merde. Et il y a eu des études là-dessus qui consistaient à dire, et je crois que c'est très pertinent de dire attention, déjà, le microcrédit n'est pas forcément fait pour tout le monde. Parce que c'est l'ancien business, hein, c'est créer une entreprise. Alors évidemment, ce n'est pas une entreprise au sens où on l'entend chez nous, mais quelque part, c'est un petit business. Il faut savoir être prévoyant, il faut savoir faire des projections, il faut savoir tenir une petite comptabilité, etc. Savoir vendre son produit, ne serait-ce que. Et tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc, je pense qu'il faut faire attention à qui s'adresse le microcrédit. Pas à tout le monde. Ça, c'est un premier point. Après, il y a le cas des accidents ponctuels. Vous avez des moments où un bénéficiaire de microcrédit ne peut pas rembourser pour X ou Y raison. Il tombe malade. Il y a eu un ouragan dans son bidonville, enfin, qui est passé, qui a ravagé son bidonville, etc. Et là, en général, ça se gère assez bien. Alors, ça dépend un peu de l'institution de microfinance, mais dès lors qu'une institution de microfinance est assez solide, eh bien, l'institution de microfinance va renégocier les prêts sur la durée, va accorder un nouveau prêt de soutien en attendant que le business soit reparti. Donc ça, c'est des choses qui se gèrent globalement assez bien, sauf dans un cas qu'on a connu chez Babylone à 2 reprises, qui est une institution de microfinance qui a des clients sur un quartier, le quartier est ravagé par une raison, une guerre, un ouragan, parce qu'on n'est pas à l'abri de ce risque-là, qui est un risque qui existe peu chez nous, mais là-bas, il existe beaucoup plus, et que l'institution de microfinance elle-même tombe en faillite. Parce que vous avez, je ne sais pas, vous êtes un institution de microfinance, vous avez 3000 clients qui vous payent des intérêts tous les mois. Je l'ai vécu aux Philippines, hein, il y a un ouragan qui passe par là, et 80% des bénéficiaires de microcrédit du jour au lendemain ont tout perdu leur maison, donc peuvent évidemment plus générer de revenus de business et ne peuvent plus rembourser le microcrédit. D'un seul coup, l'institution de microfinance n'a plus les revenus, les intérêts, elle ne les touche plus, et donc elle-même fait faillite. Et là, vous avez un quartier entier où il y avait une institution de microfinance qui faisait vivre plein de gens. Ils sont dans la merde à cause d'un ouragan. Et en plus, l'institution de microfinance n'est plus là pour leur accorder des crédits pour les relancer. Donc ça j'ai vu ça. Donc c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Voilà, après, ça se traite au cas par cas, suivant les situations. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas l'éluder, hein, ça arrive. Ok. Et donc, ouais, on a une dernière question de Patricia qui ressemble un peu à la première, mais qui nous demande est-ce que pour The Rise, il y aura des projets en France qui seront proposés? Alors, ça, il faudrait que je me retourne vers Louise et Émile qui organisera cette année, mais honnêtement, je pense qu'il n'y en aura pas, ou s'il y en a, ça sera un ou deux. Mais à ma connaissance, sauf si je dis une connerie, auquel cas Louise et Émile le corrigeront, mais à ma connaissance, il n'y en aura pas. D'accord. Ok. Donc, au niveau des questions, je pense qu'on est bon. Okay. Sauf s'il y en a une dernière qui veut être posée là tout de suite, mais normalement, on est bon. Je crois que si je parlais tout à l'heure des bidonvilles, moi j'ai été très marqué quand je me suis retrouvé dans des bidonvilles. Il y a aujourd'hui tout le monde doit s'engager, hein, donc que ça se voit vous, nous tous, les entreprises, nos gouvernants qui font rien ou qui avancent beaucoup trop lentement, enfin, etc. On est tous obligés de s'engager très très violemment si on veut que les choses bougent. Et il y a une histoire que j'aime bien raconter, c'est l'histoire de Danone. Danone est une des boîtes du CAC 40 qui est la plus engagée. Alors là aussi, ce n'est pas suffisant, mais elle est très engagée sur l'impact social. Ils ont créé Danone Communities donc, pour soutenir des social business dans les pays en développement. Ils ont créé de l'épargne salariale qui permet aux salariés, dans le cadre de leur investissement d'épargne salariale, d'investir sur les social business de Danone Communities. Ils ont essayé d'insuffler dans la culture d'entreprise l'engagement de la société sur le social business dans le monde. Et c'est quelque chose d'assez chouette. Et surtout, ça s'est fait à une occasion où Franck Ribou, il y a je sais pas, une quinzaine d'années, a rencontré le professeur Younous. Et le professeur Younous lui a dit, je ne sais plus si c'était à Paris, je ne sais plus où ils se sont rencontrés, mais Younous lui a dit, écoutez, venez voir les bidonvilles à Dhaka, au Bangladesh. Et Ribou a dit, Banco, j'y vais. Il s'est retrouvé, je ne sais pas, 8 jours dans les bidonvilles. Et quand il est revenu, il a été complètement bousculé par cette expérience. Et derrière, il a embarqué son entreprise sur le changement, sur l'impact, etc. Alors, on peut critiquer, il y a des gens qui n'aiment pas, etc. Mais quand même, c'est vraiment une boîte qui est quand même un modèle à ce niveau-là. Et c'est suite à un voyage dans
dans un bidonville, en fait, grosso modo. Moi, j'ai eu le même choc, c'est-à-dire que quand je me suis retrouvé avec Acted, j'étais banquier dans ce partenariat de compétences, j'ai eu la chance de partir 2 semaines au Tadjikistan. Je ne savais pas ce que c'était que le microcrédit, je ne savais pas ce que c'était qu'une ONG. Je travaillais dans des bureaux feutrés à Paris où je m'occupais de gens extrêmement fortunés. Voilà, donc j'étais à des années-lumière de cet univers-là. Et j'ai eu le même choc quelque part que Ribou. J'ai découvert ce que c'était le microcrédit. Je me suis retrouvé face à Madame Karimov, qui a été ma première bénéficiaire de microcrédit rencontrée, qui, pendant 1 heure, me faisait des sourires jusqu'aux oreilles et me remerciait toutes les 3 minutes du microcrédit qu'on lui accordait et qui lui permettait de fabriquer des petits lits de bébés, les revendre sur les marchés et faire vivre toute sa famille. Et ce jour-là, je me suis dit, merde, j'ai découvert la valeur relative de l'argent. Comme je dis, j'ai découvert ce que j'appelle la finance du sourire. Et je me suis dit, putain, excusez-moi, je vais le dire, mais putain, en 12 ans de banque de gestion de fortune, jamais un de mes clients m'a remercié. Et donc, ça a été mon grand choc à moi, comme Ribou a pu être choqué à sa façon. Et voilà. Tout ça pour vous dire que s'il y a un truc que je vous recommande, c'est quoi que vous fassiez dans votre vie, s'il vous plaît, forcez-vous à vivre une expérience de ce type-là. Alors, ça peut être un bidonville, ça peut être autre chose, peu importe. Il y a des gens qui s'engagent dans les maraudes, enfin, etc., et puis qui reviennent bouleversés de ce qu'ils ont fait et avec une énergie de malade. Moi, quand je suis fatigué, alors j'y vais moins ces dernières années, mais quand je suis fatigué ou quand j'étais fatigué, j'allais dans les bidonvilles. Je revenais 2 fois plus fatigué physiquement, mais je peux vous dire, dans ma tête, j'avais une patate, mais c'est juste incroyable. Donc, il y a des effets comme ça sur les expériences. Nous, on travaille avec Zora, ils ont des partenaires avec Impulso, je ne sais pas si vous connaissez, vous en avez entendu parler, qui sont des jeunes qui ont eu la chance de faire un voyage de microcrédit en Amérique latine et qui, derrière, sont revenus eux aussi un peu bousculés et ont lancé une association pour aider des groupes d'étudiants à partir 3, 5, 6 mois, c'est plutôt du 6 mois d'ailleurs, je crois. Alors eux, ils sont, je crois, au Pérou, en Équateur, enfin en Amérique latine, ils aident des groupes d'étudiants à organiser et structurer leur voyage, qui est un voyage où ils vont accompagner une institution de microfinance au Pérou pendant 6 mois, et qui, là encore, sont des expériences absolument étonnantes. Et je vous invite dans votre vie, plutôt que de faire un stage chez EY ou chez BNP Paribas, de consacrer 6 mois à une expérience de vie dans la merde, auprès des gens qui sont des acteurs de changement, de la pauvreté dans les bidonvilles, etc. Parce qu'on n'en sort pas complètement indemne. Et derrière, ça fait naître en soi, je pense, une espèce d'énergie insoupçonnée au changement du monde. Et voilà, je vous invite à vivre ce genre d'expérience. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà vécu. Regardez ce que fait Impulso, c'est vraiment chouette, ils sont super sympas. Et puis allez-y, quoi. Faites des choses. Ok. Donc, on a juste une dernière question rapidement avant de conclure. Il y a Emilien qui nous demande pourquoi, enfin, qu'est-ce qui fait que Babylone n'est pas rentable aujourd'hui? Ouais, c'est une question intéressante. C'est un problème de modèle économique. Tout à l'heure, je vous ai parlé des montants unitaires, c'est-à-dire que grosso modo, chez Babylone, le prêteur va mettre en moyenne 90 euros parce que c'est philanthropique, ça ne lui rapporte rien. Le Français, en moyenne, quand il donne à une ONG, il donne 50 euros. Nous, c'est 90 euros parce que ce n'est pas un don, c'est pas perdu, il peut récupérer son argent, donc, comme c'est un prêt, donc ils mettent un peu plus d'argent, mais néanmoins, ça reste de la philanthropie, donc le montant unitaire est petit. Versus le prêt en crowdfunding, le prêt rémunéré en crowdfunding, où le ticket est plutôt à 1200 euros parce que ça rapporte, c'est de l'épargne. On est victime de ça. C'est-à-dire que pour aller chercher des volumétries, pour rentabiliser notre business, il faut des volumétries importantes, puisqu'on a malheureusement des coûts qui sont des coûts fixes ou des coûts de personnel qui sont assez importants, parce qu'on a un métier qui est multifacette. Il faut faire du marketing, de la communication pour faire connaître Babylone et aller chercher des prêteurs. Il faut des équipes qui sourcent les projets, donc ils font le travail de relation, comme je vous disais tout à l'heure, avec le terrain, les institutions de microfinance, les projets. Il faut des développeurs parce qu'on est un site web. Il faut une direction financière parce qu'il faut gérer la boîte, il faut contrôler les flux d'argent, 30 millions d'euros entre les prêteurs, les projets, enfin, etc. Donc, on n'arrive pas à tourner à moins de 10 personnes, grosso modo, plus les stagiaires, etc. Donc, ça coûte un peu d'argent en ressources humaines. Donc, il faut, sur le modèle économique de Babylone, qui sont des petites commissions payées par les internautes ou des petites commissions payées par les institutions de microfinance qui travaillent avec nous ou des prestations de services qu'on facture à des entreprises, en fait, il faut des volumétries très, très importantes
qu'avec 10 personnes et les budgets qu'on a, on n'est pas capable d'aller chercher. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait une communauté, on a 90 000 membres, il faudrait qu'on ait une communauté d'au moins 200 000 membres pour pouvoir espérer être rentable. Or, aller chercher, on a mis 12 ans à agréger autour de Babylone 90 000 membres. Pour aller en agréger 100 000 de plus, ça reprendrait 5 ou 10 ans, ça nous coûterait beaucoup d'argent qu'on n'a pas. Donc, on a une problématique, c'est une problématique que connaissent bien les sites de e-commerce, qui est d'aller chercher du grand public. Aller chercher du grand public, ça coûte très cher. Et donc, on n'y arrive pas. Et surtout, on est dans le web. Retenez ça, s'il y a un truc à retenir au-delà de mes propos sur le social, pour les gens qui font du commerce, du e-commerce dans le futur parmi vous, sur les sites les sites internet de vente de e-commerce. Nous, on vend quelque chose, on vend du prêt solidaire. Il y a 2 types de sites internet. Il y a ce qu'on appelle des sites d'offres et des sites de demande. Quelle est la différence ? Un site de demande, c'est un site qui répond à une demande que les gens attendent. Vous vous appelez Mythique, vous répondez à une demande de gens qui sont célibataires et qui ne trouvent pas l'âme sœur. Donc, vous répondez à une demande. Vous appelez sarenza.com, vous répondez à la demande des gens qui n'ont pas beaucoup de fric et qui veulent absolument trouver des chaussures pas chères, etc., etc. Et en face, vous avez les sites d'offres, c'est-à-dire les sites qui offrent ou qui proposent une prestation de service que personne n'attend. Eh bien, l'effort marketing à déployer pour un site d'offres est estimé entre 5 et 10 fois supérieur à l'effort marketing que doit produire un site de demande, tout simplement parce que vous offrez un truc que les gens n'attendent pas. Eh bien, Babylone, malheureusement, Babylone est un site d'offres. Ce qu'on fait est génial. Les gens, quand ils voient Babylone, ils trouvent ça super, etc. Mais personne n'a besoin de Babylone au niveau des prêteurs. Et du coup, eh bien, c'est un effort marketing qui est très lourd à porter, parce que c'est beaucoup plus difficile à convaincre que de venir faire du prêt solidaire sur Babylone que d'expliquer que vous avez les meilleurs sites de rencontres ou le site où les chaussures seront les moins chères de France. Voilà. Donc, ça fait partie de toutes ces problématiques. C'est pour ça qu'avec Babylone Impact, on espère pouvoir accélérer, parce que là encore, si ça collecte 13 fois plus à effort commercial équivalent, évidemment, on va rentabiliser beaucoup plus l'histoire. Ok. Donc, on est un peu ric-rac au niveau timing, donc on va devoir conclure. Et donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir fait cette présentation et d'avoir pris le temps de répondre aux questions qui ont été posées dans le chat. Donc, pour le public, sachez que l'intervention sera rediffusée sur le YouTube de TBS. Et il reste encore des conférences sur le créneau d'après, donc 11h midi. Et sinon, on se donne rendez-vous en présentiel, on espère, le 1er avril pour une édition bis des Annettes auxquelles vous avez assisté aujourd'hui. Pardon. Ah trop bien. Écoutez, si elle se passe en physique et que je suis à nouveau invité, j'aurai plaisir à être des vôtres, parce que c'est toujours chouette de vous rencontrer, évidemment, directement. Super. On prend note alors. Génial. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.